Mise en vente il y a tout juste une semaine, Guerre, je vous le disais, frôle et dépasse sans doute les 40 000 exemplaires. Que faut-il penser de cet inédit de Louis-Ferdinand Céline, publié chez Gallimard, et de cet extraordinaire succès éditorial? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec l'écrivain David Alliot et l'historien Pascal Fouché. David Alliot est notamment l'auteur de 2 ouvrages consacrés à Céline, Madame Céline, chez Talandier, et un gros volume intitulé D'un Céline l'autre, dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont. Pascal Fouché est un spécialiste du livre et de l'édition. On lui doit notamment l'édition des lettres à la NRF de Louis-Ferdinand Céline et l'établissement de ce texte inédit, Guerre, qui nous fait en quelque sorte entrer dans l'atelier du génial écrivain. Avec eux, nous allons revenir sur la rocambolesque histoire qui a permis l'édition de Guerre, car ce n'est pas le seul manuscrit retrouvé de Louis-Ferdinand Céline. Plus de 60 ans après la mort de l'écrivain, son œuvre n'a jamais été aussi présente dans les journaux et dans les librairies. Décryptage, Laurent Lemire. Bonsoir David Alliot. Bonsoir. Bonsoir Pascal Fouché. Je suis ravi de vous recevoir pour parler de Louis-Ferdinand Céline et de cet inédit Guerre. Alors c'est vrai que quand on lit, il n'y a pas de doute, c'est bien du Céline. Mais alors il faut peut-être revenir un peu avant de parler du fond sur l'histoire, sur la découverte de ces textes. Pascal Fouché peut-être, parce que vous avez établi cette édition. Parce que c'est vrai que c'était à l'été 2021. On retrouve près de 5000 feuillets. Oui, l'été dernier. C'est quand même extraordinaire. Ça n'arrive jamais. Voilà, on apprend par la presse que effectivement un journaliste, un ancien journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibaudat, a effectivement rapporté, si on peut dire, aux ayants droit, plus de 5000 feuillets de Céline, dont le contenu, effectivement, était un peu inespéré, puisque il y a dedans à la fois des manuscrits d'ouvrages publiés, mais aussi d'ouvrages inédits, dont on ne savait pas, bien évidemment, quelle en serait la qualité. Et donc, quand les ayants droit et Gallimard ont décidé de lancer la publication de ces textes, tout le monde attendait un petit peu de voir de quoi était faite cette trouvaille qui est quand même extraordinaire, aussi longtemps après la mort d'un écrivain, aussi longtemps après qu'ils aient disparu. Ces manuscrits avaient disparu de l'appartement de Céline en 1944, après qu'il soit parti vers l'Allemagne et ensuite le Danemark. On savait qu'il avait dit, il l'a écrit souvent, qu'effectivement ces manuscrits, il y avait des manuscrits qui avaient disparu, et il y a beaucoup de gens qui ont cherché. On s'est tous demandé ce qu'ils avaient bien pu devenir. Beaucoup de gens ont cherché. C'est vrai que aussi longtemps après, quand même, il y a peu de gens qui y croyaient encore, franchement. Donc cette réapparition subite était quand même de l'ordre c'est du miracle. De l'événement. C'est carrément pratiquement. On peut. David Alliot, il en parlait d'ailleurs, Céline, de ces manuscrits qu'on lui avait volés. Il l'avait dit. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure mon D'un Céline l'autre. Oui. Dans ce livre-là, il y a la seule description, une description de la fameuse pièce. C'est par Hermann Bickler, qui décrit la pièce très brièvement en disant: il y a chez Céline à Montmartre une pièce avec une table et plein de feuilles dessus. Donc c'est la seule description que l'on avait, très sommaire au demeurant. Plein de feuilles dessus, oui. Plein de feuilles dessus, oui. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Et effectivement, Céline avait toujours dit qu'on lui avait pillé, pour lui, à la Libération, on avait balancé par la fenêtre ses manuscrits, donc ils étaient considérés comme perdus. Et il y avait dedans Casse-Pipe et La volonté du roi Croque-Gold. Voilà. Alors c'est les 2 seuls qui étaient authentifiés, mais effectivement, la découverte de l'année dernière, ça a permis d'en découvrir d'autres, dont Guerre,
Londres, et puis et d'autres morceaux, et le manuscrit de Mort à crédit, qui était complètement inconnu aussi. Alors, ce qui a déclenché, Pascal Fouché le rappelait, cette découverte, c'est un peu la mort de Lucette des Touches. Bah oui, elle est décédée l'année précédente à 107 ans, à un âge extrêmement canonique. Et en fait, là je parle d'après ce qu'a dit Jean-Pierre Thibaudat, lorsque les fameux résistants, entre guillemets, ont remis à Jean-Pierre Thibaudat les manuscrits, ils lui ont dit, vous le rendrez ça public après la mort de Lucette des Touches. Or, lorsqu'ils ont remis les éléments, elle avait 93 ans, ce qui était un âge déjà fort respectable. Manque de peau, ça a duré plus longtemps que prévu. Pascal Fouché, ces 7000 feuillets, justement, il faut les décrypter, etc. On voit bien que, malgré tout, dans ce texte de guerre publié, que vous avez donc établi l'édition chez Gallimard, il y a très peu, il y a des endroits, on voit qu'il y a des mots manquants, mais globalement, il manque pas grand-chose. Il est illisible. Oui, ça c'est un peu une surprise aussi, parce qu'on pouvait pas savoir quel en serait le contenu, comme je disais tout à l'heure. Forcément, est-ce que Céline aurait laissé des fonds de tiroir, comme tous les écrivains qui commencent quelque chose et puis qu'ils l'abandonnent et qu'ils publieraient jamais, effectivement, ou est-ce que effectivement il avait commencé des romans qui étaient plus importants, et il s'avère qu'effectivement en découvrant ces manuscrits, notamment le manuscrit de guerre et Londres qui en est la suite en fait, on s'est aperçu que Céline avait effectivement commencé la rédaction de ce qui était à l'origine, en tout cas, selon moi, une suite de Mort à crédit, puisque quand il rédige... Donc on peut le dater à peu près, à peu près 1933-34. On sait que en 1933... Donc après le voyage. Après le voyage. C'est un peu ce que vous dites. Il y a plusieurs indices qui font que c'est à peu près pas contestable. Enfin, on peut tout imaginer, mais en juillet 1934... Ça serait pas certaines personnes ont dit dans la presse que ça pourrait être un passage, ça sera un long passage retiré du voyage. Ça fait quand même 160 pages, 180 pages. Le style est quand même beaucoup plus proche de Mort à crédit que de Voyage au bout de la nuit. Pour rejoindre ce que disait Pascal, déjà, il le dit lui-même, il le dit, je l'ai écrit 20 ans après les faits, donc après 1900, guerre de 14, donc 34, ça permet effectivement de situer là. Mais le style, il y a des passages, c'est Mort à crédit. Donc on est dans un style célinien plutôt post-Voyage au bout de la nuit. Et en fait, Céline dit à son éditeur en juillet 1934, quand il est en train de rédiger Mort à crédit, qu'il y aura 3 parties dans Mort à crédit: l'enfance, la guerre et Londres. Et puis, quelques jours après, il décide de ne publier que la première partie, parce qu'elle est déjà considérable, et qui va donner Mort à crédit. Donc, qui est effectivement l'enfance de Ferdinand, qui est le personnage. Voilà. Et en fait, on a toujours pensé, en lisant ça, que Guerre et Londres, dont il parlait, Guerre, c'était Casse-Pipe, qui est le seul roman, effectivement, qui se rapprochait de ce thème. Et Londres, c'était Guignol's Band. Donc, finalement, en découvrant ces manuscrits de Guerre et de Londres, on s'aperçoit qu'en fait, il avait manifestement... C'est le chaînon manquant. Voilà, il avait continué après l'enfance sur la guerre et sur Londres, et que quand ils ont décidé de ne publier que l'enfance, effectivement, il a dû se consacrer à ce manuscrit. On sait que Céline travaillait beaucoup sur ces manuscrits, il faisait beaucoup de versions successives, il retravaillait forcément. Alors que là, on voit que c'est une première version de ces deux premier textes. Donc on imagine qu'il les a abandonnés finalement, alors qu'il les avait commencés pour publier Mort à crédit, et qu'il ne les a pas repris. David Alliot, justement sur l'idée de quand on lit Guerre, est-ce qu'il s'agit d'un premier jet, mais où on trouve déjà toujours le style? Il y a le style, c'est ça effectivement. Dès la première page, il n'y a aucun doute sur l'écrivain.
c'est aussi Céline. L'ouverture du livre est assez extraordinaire, d'ailleurs, sur la blessure. Là, oui, parce que c'est très... C'est héros, c'est Thanatos. Hein, complètement. On est en plein dedans. Mais la description de sa blessure, lorsqu'il est sur le front, là, il est complètement en 1000 morceaux à cause d'un obus, on a l'impression qu'il l'a écrit le soir même de sa blessure. Or, c'est écrit 20 ans après. 20 ans après, c'est d'une fraîcheur stylistique, j'ai envie de dire, assez extraordinaire. Ça veut dire que pendant 20 ans, il ne l'a pas oublié, ce qui lui était arrivé sur le front. Donc ça, c'est déjà l'ouverture est extraordinaire. Et effectivement, il y a des passages qui font penser à Mort à crédit dans le livre, notamment la visite des parents à l'hôpital, qui est complètement délirante, le dîner chez le notaire, qui est fabuleux, où là, on est en plein dans Mort à crédit. Donc effectivement, ça laisse à penser une forme de suite, ou une forme de logique dans une suite de Mort à crédit. Mais effectivement, oui, c'est du Céline, il y a des fulgurances extraordinaires. Alors malheureusement, entre guillemets, c'est un premier jet aussi, il y a aussi les défauts d'un premier jet. Oui, on peut se dire que sans doute Céline aurait corrigé, bien évidemment. Oui, il l'aurait, parce que, comme vous disiez Pascal Fouché, il retravaillait. C'est quelqu'un qui... Céline disait qu'il retravaillait 7 ou 8 fois ses textes, et là, honnêtement, je veux bien le croire. Et effectivement, on a la base, en fait, de l'histoire, on a le cadre, on a la base, on a les lieux, et je pense que Céline aurait retravaillé abondamment ce texte pour en faire un nouveau chef-d'œuvre littéraire. Bon, il a ses qualités, ses défauts, faut faire avec. C'est vrai que des fois, il y a des phrases qui sont un petit peu bancales, ou il y a des situations qui ne sont pas très travaillées ou un peu expédiées. Mais à côté de ça, il y a des fulgurances formidables. Mais c'est parfaitement lisible, hein, ça se lit vraiment dans oui. bloc. Alors, il y a des phrases formidables dès le début du texte. J'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans la tête. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, celle-là, elle dit, à 20 ans, on apprend, j'ai l'âme plus dure comme un biceps, je crois plus aux facilités, j'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon, et vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Du grand Céline. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est toujours... Pascal Fouché, c'est autobiographique, parce que lui a été blessé. Il y a effectivement, il y a toujours chez Céline, il part de ce qu'il a vécu, de son expérience, et on sait qu'effectivement, on sait qu'il a été blessé, qu'il a fait la guerre pendant 3 mois, qu'il a été blessé et qu'il a été soigné ensuite dans plusieurs hôpitaux. Et effectivement, guerre commence au moment de sa blessure. Il se réveille sur le champ de bataille, il se retrouve tout seul au milieu de ses camarades morts, et c'est effectivement, il raconte cet épisode où il part dans la campagne à la recherche de soldats qui vont le récupérer et l'emmener à l'hôpital. Et on va pas raconter toute l'histoire, mais pour revenir à ce que vous disiez sur la façon dont Céline travaille, on voit là justement le travail de l'écrivain, c'est-à-dire que le fait d'avoir un premier jet comme ça et de ne pas savoir ce qu'il en aurait fait, on s'aperçoit quand même de la fabrique. C'est ça, on est un peu dans l'atelier du roman. On est tout à fait dans son atelier, et effectivement, il y a des maladresses, il y a des passages un peu plus faibles, il y a des répétitions, il y a mais c'est un peu plus qu'un brouillon. Oui, il y a un personnage qui change de nom. Il y a des. On imagine bien qu'il l'aurait pas laissé comme ça. C'est pas possible. Donc on ne peut qu'imaginer ce qu'il en aurait fait. Les scènes très crues. Qui sont plus crues que beaucoup de scènes de ces romans. Quand on sait que De Noël lui a censuré quelques mots dans Mort à crédit qui étaient bien en deçà de ce qu'il dit dans Guerre. À l'époque, on se demande s'il aurait pu le publier comme ça. Franchement, peut-être que c'est une chance qu'on ne l'ait retrouvé que maintenant pour pouvoir le publier tel quel, parce que à l'époque, ça aurait probablement fait scandale. David Alliot, c'est vrai que ça commence, on a le sentiment, mais comme pas mal d'ouvrages de Céline, là, ça commence, c'est un véritable cauchemar. C'est un cauchemar, c'est dantesque. C'est dantesque, c'est l'apocalypse, c'est l'horreur absolue. On comprend qu'un obus est tombé sur toute une troupe de soldats, et qu'il en est le seul survivant, et qu'il a le bras par-dessus la tête, il sent plus son corps. Enfin, il y a une description quand même de sa blessure, de son état, qui est quand même assez horrible, quoi. Et effectivement, moi, ce que je trouve très fort, c'est dans le texte, il parle du bourdonnement en permanence qu'il a dans la tête. Et je trouve que, à force de le lire, au bout de 100 et quelques pages, on a le bourdonnement dans la tête aussi, quoi. À force qu'il en parle, à force qu'il tape dessus en disant
j'ai toujours ce train qui me passe dans la tête, j'ai toujours ce trou dans le crâne où j'entends passer des trains, des wagons, etc. Au bout de 100 pages, 200 pages, on est presque soi-même en train de ressentir ce bourdonnement. C'est la grande force de Céline, quoi. Là. Mais oui, là, ça commence. L'ouverture, c'est une vision d'apocalypse, oui. Et j'ai envie de presque dire très cinématographique. Quand j'ai lu ce livre, c'est presque on pourrait presque en faire plus facilement un film que Voyage au bout de la nuit, parce que c'est beaucoup plus resserré dans le temps et dans les lieux. Et l'ouverture, oui, c'est quasiment une ouverture de film, oui. Vous citez Pascal Fouché dans le texte où vous présentez un peu l'ouvrage, une lettre que Louis-Ferdinand Céline envoie à un certain Joseph Garcin, je ne connaissais pas, en 1930, et qui effectivement, il lui dit « J'ai en moi 1000 pages de cauchemar en réserve, celui de la guerre tient naturellement la tête. » Et vous rappelez aussi que Céline avait des mots, c'est-à-dire des problèmes oui, tout à fait. de souffrance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, il part de la réalité, oui, et puis il en fait, avec l'imagination qu'on lui connaît, il en fait quelque chose d'apocalyptique. Effectivement, il exagère forcément, notamment, on sait qu'il a été blessé, effectivement, qu'il a reçu une balle dans le bras, bon, ça il le dit, il a été opéré, mais il dit aussi qu'il a reçu une balle dans le nord de la France, voilà, Hasbrouck, à côté d'Hasbrouck, Paul Capelle, qui est en fait en Belgique, donc, mais tout près de la frontière, et qui va être soigné effectivement à Hasbrouck, mais il dit qu'il a reçu une balle dans l'oreille. Ce qui est totalement faux, et il le dira jusqu'à la fin de sa vie. Dans les dernières interviews qu'il a données, il le répète encore, qu'il a reçu une balle dans l'oreille et que c'est ça qui lui a causé des maux de tête toute sa vie. Alors on sait qu'effectivement, il a souffert de maux de tête toute sa vie, mais c'était pas une balle dans l'oreille, c'était probablement un coup qu'il a reçu ou un choc qu'il a reçu et qui était effectivement violent. Et cette présence justement de la souffrance qui va décrire sa propre souffrance et la souffrance de ses camarades blessés aussi, puisqu'il est à l'hôpital, il est soigné, il a à côté de lui des soldats qui sont blessés comme lui. C'est très fort, on sent que c'est ce qu'il a vécu réellement, et on disait tout à l'heure qu'effectivement il partait de ce qu'il a vécu, et à partir de ça il en fait quelque chose de grandiose, de plus fort presque. Mais la guerre a toujours été présente dans son œuvre. Cet épisode de la guerre qu'il a vécu, il l'a traîné toute sa vie. Enfin, David Alliot. C'est le traumatisme de toute une génération. Absolument. André Breton, Antonin Artaud, tous ceux qui ont. Mais ça reste d'actualité, parce que quand on voit, même encore aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, etc., on se dit que ça doit être épouvantable. Si on lit ça, on se dit, mais voilà, c'est ça, on est dedans. L'actualité a fait effectivement que Guerre soit publié avec une actualité pas forcément très joyeuse, mais effectivement, je pense que sur le front du Donbass, ça ne doit pas être très éloigné de ce qu'il a ressenti, et ça laisse, pour les 20 ans à venir, les 30 ans à venir, pour des soldats, je pense, des traumatismes lourds qui ne seront pas très éloignés du sien. Il y a toute une génération, ce qu'on appelait la fameuse génération perdue, qui a été durablement, profondément meurtrie par cette guerre, et qui s'en est jamais remis complètement. Céline et beaucoup d'autres. Et ça lui donne aussi une vision particulière de l'humanité. On le voit bien dans son livre. Outre son pacifisme. Disons que Céline, en fait, c'est le Céline de 1914 qui part au front, donc dès août 14, c'est le parfait petit français, c'est travail, famille, patrie. Le Céline, 3-4 mois plus tard, qui est blessé, qui va être mis à l'arrière, c'est un Céline profondément pacifiste, révolté contre ce monde. Et d'ailleurs, lorsqu'il le dit dans Guerre, lorsque ses parents viennent le voir, alors lui, il leur mis le morceau, il est blessé de partout, ils viennent lui dire « Oh, le petit commerce, on a du mal, c'est dur ». Il y a des pages de haine contre ses parents, parce que ses parents, c'est le système, c'est l'ordre établi, c'est la bourgeoisie, c'est tu vas faire ça, le Boche est ton ennemi, tu feras ton service militaire, etc. Donc ces pages de haine contre ses parents c'est un peu la révolte contre l'ordre social et l'ordre établi qui l'a mené à la guerre et à la boucherie, quoi. Je vous propose à tous les deux une petite respiration musicale. Ça nous ramène bien évidemment la Grande Guerre à Louis-Ferdinand Céline et à ce livre
incroyable, c'est inédit, Guerre, publié chez Gallimard. Et j'ai envie, Pascal Fouché et David Alliot, de vous demander, effectivement, on retrouve le Céline littéraire, mais pourquoi c'est un des rares écrivains français à susciter à la fois autant de passion et je dirais autant aussi d'enthousiasme malgré tout. Alors les passions, elles peuvent être négatives. Là, pour le coup, on est plutôt dans l'enthousiasme cette fois-ci, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a lui et Proust. C'est deux grands stylistes, deux grands génies, deux grands écrivains. Et en fait, en littérature, il y a un juge de paix qui est le plus terrible et le plus simple, c'est le temps. Voilà. Il y a beaucoup d'écrivains du temps de Céline et de Proust qui ont disparu, mais dans le néant, et que nos personnes se souviennent, tout le monde a oublié. La puissance de leur style respectif, la puissance de leur œuvre littéraire fait qu'ils survivent. Et la preuve, on est là en train de parler d'un roman écrit il y a presque 90 ans et qui aurait dû être perdu et oublié. Donc oui, et malgré tout, ce texte-là fait encore la une de l'actualité par sa force. Et on se rend compte que Céline, même lorsqu'il fait des brouillons, ou pas des brouillons, mais un premier jet, c'est extraordinaire. Le Guerre n'est pas travaillé comme tous les autres romans, mais c'est un premier jet, c'est extraordinaire. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien faire un premier jet de cette qualité-là. Pascal Fouché, c'est vrai que le succès, je le disais au début, un succès qui va, à mon avis, continuer, dépasse, parce qu'on sait bien qu'à la fois chez Proust et chez Céline, il y a des petits clubs, il y a des Céliniens, mais là, ça dépasse le nombre de Céliniens en France, quand même. Oui, mais c'est pas des petits clubs. Hein. Oui. Non, mais les Proustiens et les Céliniens, il y en a quand même effectivement. Mais qui sont des gens qui effectivement des gens qui achètent, qui sont des collectionneurs, qui sont des passionnés, qui sont des collectionneurs, qui sont aussi des gens qui aiment la littérature, tout simplement. Oui, mais c'est en plus la bonne littérature. Alors, ces clubs se renouvellent parce que, comme le disait David Alliot, tout ça a quand même maintenant un certain âge. Donc, il y a encore des jeunes Céliniens. Oui, il y en a. Et puis, j'espère que ça fera découvrir aussi Céline à des jeunes qui ne le connaîtraient pas encore et qui, par ce texte, auraient envie d'aller découvrir l'œuvre un peu plus compliquée ou un peu plus imposante. C'est vrai qu'aujourd'hui, Voyage au bout de la nuit ou Mort à crédit, pour quelqu'un de jeune, ça peut être un peu rébarbatif. Oui, là, c'est assez dense, 180 pages. Voilà, on n'est pas dans le format célinien. Exactement. Mais j'espère que justement ce style, cette découverte de cette force littéraire les amènera certains à découvrir d'autres textes de Céline qui méritent eux aussi. Et il n'y a pas que les textes du début comme Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, mais aussi les textes d'après-guerre comme Féerie pour une autre fois, Guignol's Band, qui sont effectivement moins lus, ou la trilogie allemande qui est la fin de sa carrière, qui sont aussi des grands livres et donc qu'on lit encore, heureusement. On a la chance avec Céline, c'est vrai que il n'y a pas grand-chose à acheter dans son œuvre littéraire. On peut effectivement, ça tient encore la route, si on peut dire. Et Dieu sait si effectivement il y en a beaucoup d'écrivains dont 100 ans après. On a du mal. On a du mal. Là, il y a la langue, il y a le style, et en même temps, ça nous parle encore. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression de quelque chose de vieilli, de rassis. C'est encore très très actuel. Il parle de la guerre, et c'est vrai, on a l'impression de toutes les guerres d'y être. Voilà, aussi, certaine manière. Et ça, c'est la force de l'écrivain. David Alliot. De l'écrivain. Et je suis effectivement, comme Pascal Fouché, je suis persuadé que Guerre peut être une formidable porte d'entrée pour les nouvelles générations qui, effectivement, ne veulent pas se taper les 600 pages de Voyage au bout de la nuit ou de Mort à crédit. Et Guerre et d'ailleurs, je suis même persuadé que beaucoup d'extraits de Guerre vont finir dans les anthologies sur la Première Guerre mondiale ou autre,
parce que c'est vraiment extraordinaire. Soit sur le front, soit à l'arrière, l'ambiance à l'arrière. Et mais effectivement, oui, c'est la puissance du style et effectivement, ça ne vieillit pas, ça reste très actuel. Et effectivement, quand on lit guerre en ce moment, on pense beaucoup à l'Ukraine, on pourrait penser à la Bosnie-Herzégovine il y a 30 ans, et peut-être au conflit à venir, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est ça le génie, c'est que le style transcende complètement l'homme et jusqu'à survivre encore de nos jours. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'écrivains qui peuvent survivre comme ça. Il y a Camus, Sartre, François Sagan, Proust, Céline. Bon, après, je ne parle pas des grands anciens, Victor Hugo ou autres, mais effectivement, on rejoint ce parallèle-là. Victor Hugo, ça a été écrit, Les Misérables, ça a été écrit il y a 120, 150 ans, et ça parle encore aujourd'hui parce que c'est un sujet universel. Est-ce que la passion que suscite Céline, là, pour le coup, c'est une passion littéraire, ne tient-elle pas aussi à la complexité du personnage, parce que là on est dans la littérature, mais c'est vrai qu'il y a quelques années on parlait de la publication éventuelle des pamphlets, et vous le disiez d'ailleurs, il aurait pu dans des inédits avoir des textes comme cela, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc est-ce que c'est pas ça aussi, c'est la complexité du personnage? Oui, mais d'un autre côté, les personnages qui ont des vies inintéressantes, bien rangées, etc., ça n'intéresse personne. Donc, effectivement, avec Céline, on est servi. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. On a la Première Guerre mondiale, on a l'antisémitisme, on a les pamphlets, on a la collaboration, on a la fuite, les procès de l'épuration, on a le retour en grâce à la fin. On a à peu près tous les cas de figure de l'histoire littéraire du XXe siècle. Mais en fait, Céline épouse l'histoire de son temps, et il en est effectivement le reflet, voire la complexité. C'est ce qui fait le charme de Céline. Alors, le charme avec beaucoup de guillemets. Mais oui, les gens qui ont des vies bien rangées, ça n'intéresse personne. Pascal Fouché, après ce texte qu'il faut vraiment lire, Guerre, il y a d'autres ouvrages qui vont paraître. Oui, alors dans les manuscrits, effectivement, ceux qui sont inédits, donc la suite de Guerre, qui est Londres, puisque oui, le texte. Le texte se termine au moment où, sur un départ vers Londres, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, parce qu'en fait, Céline n'est pas partie tout de suite en Angleterre, mais il est revenu à Paris avant de partir en Angleterre. Là, il part directement de l'hôpital où il est soigné. Et Londres, c'est aussi un ouvrage de la même teneur, c'est-à-dire que c'est aussi en page, c'est pas un livre de 500 pages. Ah si, Londres, oui. C'est un gros... Donc... c'est pour ça, d'ailleurs, que Guerre est publié en premier, d'abord parce qu'il précède Londres, et aussi parce qu'il est beaucoup plus court. Donc, on peut l'éditer plus rapidement. Voilà, on a pu l'éditer plus rapidement. Là, Régis Tétamanzi, qui établit le texte de Londres, il travaille depuis le mois d'octobre, comme moi, et le livre paraîtra à l'automne prochain. Et c'est effectivement un roman de la taille de Guignos Band, et qui, comme par hasard, se déroule également à Londres, comme Guignos Band, pendant la guerre, et dans à peu près le même milieu que Guignos Band. Et donc, il est aussi très attendu par les Céliniens, pour lesquels Guignos Band est aussi un formidable roman. Et donc, et après, il y a encore un autre. Alors après, il y a la volonté du roi Crogol, qui est le conte, la légende, dont Céline a parlé beaucoup, et dont il a utilisé des morceaux dans Mort à crédit et dans Guerre. On en retrouve des bouts dans Guerre. Et là, il y a le manuscrit de cette légende dont il avait parlé beaucoup. Et qui est assez courte aussi. Qui n'est pas très longue et qui est totalement différente de son œuvre. Oui, là, on n'est pas... C'est vraiment une épopée médiévale. Ça n'a rien à voir avec le reste. Mais il y était extrêmement attaché. Et justement, je pense qu'on va pouvoir comprendre
comment ça s'articule avec son œuvre et pourquoi il y tenait tellement. Qu'est-ce que ça représente pour lui? On en reparlera à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça pouvait représenter pour lui d'écrire une légende médiévale alors que dans toute son œuvre, il ne parle que de lui pratiquement, enfin que de ce qui lui est arrivé. Mais c'est vrai qu'il y tenait beaucoup parce que c'est un des rares textes peu inconnus de Céline dont il en parlait très régulièrement. Dont on avait trace dans sa correspondance. Et effectivement, a priori, pour lui, ça avait une place très importante. Bon, de Noël, ça ne l'avait pas emballé plus que ça, puisqu'il avait refusé le manuscrit avant-guerre. Donc, on va effectivement enfin connaître ce fameux texte que Céline tenait tant. Quand vous dites manuscrit refusé, c'est-à-dire qu'il avait été revu, celui-là. Céline l'avait proposé à Robert de Noël, je crois que c'était après le voyage au bout de la nuit ou pendant Mort à crédit. Oui, juste après le voyage. Juste après le voyage. Et en fait, de Noël l'avait refusé parce qu'effectivement, ça ne correspondait à rien du tout par rapport à Voyage au bout de la nuit. Oui. Mais Céline l'avait gardé, il en parlait assez régulièrement, et donc il avait casé des morceaux dans Mort à crédit, et a priori il y tenait beaucoup. Voilà. Donc ça va être la grande découverte effectivement de cette fin d'année. Et puis alors après il y a encore Casse-Pipe, c'est ça? Après il y a des séquences de Casse-Pipe. On espérait retrouver le manuscrit de Casse-Pipe parce que Céline avait toujours dit qu'il avait écrit Casse-Pipe. Or qu'on n'en dispose que d'une petite partie finalement. Et les séquences retrouvées vont compléter ce qui existe déjà, mais malheureusement ça n'est pas l'intégralité du texte. Et c'est dommage, mais on voit en fait, avec ces manuscrits, que dans l'œuvre de Céline, il y a un passage qui manque, c'est la guerre elle-même, son expérience du front. Il l'a évoqué dans Voyage au bout de la nuit très rapidement, au début de Voyage au bout de la nuit, et puis il passe très rapidement à autre chose. Et finalement, il le disait à Joseph Garcin, pardon. C'est tellement présent pour lui qu'il va forcément en parler. Et cette expérience d'août 14 à octobre 14, au moment où il est blessé, on l'a pas. Et c'était probablement le début de guerre, puisque guerre se commence justement au moment où il est blessé. Malheureusement, ça ne fait pas partie des manuscrits qu'on a retrouvés. David Alliot, on parlait justement tout à l'heure de ces deux grands écrivains, alors Proust et Céline, et comme par hasard, ces deux grands écrivains qui fascinent beaucoup de lecteurs n'ont parlé que d'eux-mêmes. Enfin, on construit leur œuvre autour d'eux, et donc ce ne sont pas des œuvres enfin, je ne vais pas dire d'imagination. Alors il y a il y a évidemment l'imaginaire qui intervient, mais en gros, je pars de moi, je parle de moi, je transforme. C'est une métamorphose permanente. Mais c'est ça. Chez les écrivains, le matériau, on va dire premier, c'est l'autobiographie. Hein. C'est depuis très longtemps, très longtemps. Mais effectivement, je pense que Proust et Céline l'ont porté au sommet de la chose. Et effectivement, Céline raconte sa vie, il se met en scène. On sait par exemple que pour Mort à crédit, il a eu une enfance plutôt heureuse. Or, quand vous lisez Mort à crédit, c'est l'apocalypse à chaque page, avec un père qui hurle, une mère soumise, il est maltraité, il est battu. En fait, quand on étudie Céline, les biographies de Céline, non, il est heureux. Enfin, une enfance plutôt médiocre, une école scolarité médiocre, mais une enfance heureuse. Mais ça n'intéresse personne. Et donc, de sa vie finalement banale, pour un enfant de l'époque, il transforme ça en épopée. Mais c'est le matériau autobiographique, c'est normal. Oui, alors que dans Guerre, les parents qui apparaissent sont complètement insignifiants. Oui, complètement, mais il invente aussi, par exemple, Pascal Fouché l'a dit, en fait, on sait qu'il a été blessé au bras. Or là, dans l'ouverture de Guerre, il y a un obus qui est tombé sur la compagnie. Il a jamais été blessé par un obus qui lui est tombé dessus. Mais voilà, le lieu est exact, les circonstances sont exactes, mais plutôt qu'une blessure sur le bras par un tireur embusqué, il transforme ça en obus qui leur tombe dessus avec une mare de sang, de morceaux de corps, etc. Donc c'est ce que disait Céline, il faut noircir et se noircir pour écrire sa biographie, son autobiographie. Et l'histoire de la décoration, alors elle apparaît dans Guerre, mais pour Céline, elle est véridique. Il a effectivement été décoré et pour bravoure et fait de guerre. On sait que ça s'est pas passé exactement comme ça a été raconté très vite, puisqu'il y a une gravure
qui paraît l'année suivante, où on voit un cavalier sabre au clair et qui est censé le représenter justement au moment de son acte de bravoure, au moment où il est blessé. Or, on sait qu'en fait, il était à pied quand il a été blessé et qu'il a pris une balle. Et puis voilà, ça n'enlève rien probablement à la bravoure de l'acte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Guerre, on sent que le personnage Ferdinand est surpris d'être décoré. Oui, c'est presque pour lui. D'abord, on s'aperçoit qu'il avait peur de quelque chose qui s'était probablement passé dans le régiment, qu'il avait presque peur d'être fusillé quelque part. Et tout d'un coup, il reçoit une décoration. Oui, parce qu'il y en a un qui, lui, le sera. Voilà. Alors qu'il a effectivement son voisin de lit qui, lui, s'est automutilé et va être fusillé. Donc, c'est très fort. Et oui, il est surpris lui-même de cette médaille. La bravoure, ça lui paraît quelque chose qui parle à son père, mais moins à lui, quoi. Parce que lui, il sait ce qui s'est réellement passé. En fait, en lisant Guerre, on comprend qu'au début, il était avec un groupe qui n'avait pas des intentions très claires. Mais ça, il ne dit que de façon très... Et en fait, ils se sont pris un obus dessus, donc ça a mis fin à l'équipée. Il est le seul survivant. Et effectivement... Oui, parce qu'ils sont dans un endroit où ils ne devraient pas être. Ils ne devraient pas être et pas ensemble. Donc, finalement, il est le seul survivant. Il y a une espèce d'inspecteur qui enquête sur lui, qui n'a qu'une envie, c'est après de le faire fusiller lui aussi. Et en fait, il va transformer ce qui aurait été peut-être une désertion ou une trahison en acte de bravoure et recevoir la médaille militaire, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, où là, effectivement, la réalité, il a été blessé, il a reçu vraiment la médaille militaire pour acte de bravoure. Mais vous voyez, toujours se noircir, même dans son roman autobiographique, même sa propre médaille de guerre, pour lui, c'est pas normal. Oui, pourtant, il y a même quelque chose d'excessif aussi parfois dans la drôlerie, même si c'est dans la guerre, il y a quelque chose d'un peu bouffon parfois. Mais forcé. Céline est toujours excessif. Céline, il y a toujours une part de vérité à la base et beaucoup d'exagération et beaucoup d'excès. Mais dans la violence et dans l'horreur qu'on a décrite, il y a aussi des passages très presque drôles. Enfin, moi, en transcrivant, quelquefois, je me suis pris à rire parce qu'effectivement, enfin, la façon dont justement il parle de ses parents, dont il décrit des aventures. Il y a un portrait de l'assureur aussi qui est extraordinaire. En quelques lignes, oui, tout à fait. Et voilà, il a une façon de décrire des personnages qui nous font rentrer dans son imaginaire et on a vraiment l'impression d'y être et c'est là la patte du grand écrivain. Eh bien,